7h45, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Elisabeth Martichoux, vous recevez aujourd'hui Alexis Corbière, député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Bonjour Alexis Corbière. Bonjour. Merci d'être avec nous dans ce studio. Si vous étiez propriétaire, Alexis Corbière, est-ce que vous seriez prêt à baisser de 5 € le loyer de votre locataire étudiant? Pour vous, 5 €, c'est pas une somme énorme. Pour préserver son pouvoir d'achat. C'était une somme importante. Oui, à l'Assemblée, on s'en souvient. N'est-ce pas? Oui, ça mais pour certaines personnes, c'est important. Pour un propriétaire, c'est un soda en terrasse par mois. Voilà, Paris. Donc, non, mais évidemment, il faut baisser les loyers. La question, c'est comment on le fait par une réglementation, parce que c'est un sujet majeur. La question du logement, un toit, c'est un droit fondamental. Et ça peut pas être laissé comme ça, je dirais, au libre arbitre de chacun, en fait, de mon point de vue. Parce qu'il y a des possibilités, il y a des endroits où il y a des scandales du point de vue des loyers. Il y a des endroits où les loyers sont peut-être fixés, je veux dire, au plus bas par le propriétaire qui ne cherche pas à faire de l'argent là-dessus. Donc, vous voyez, c'est une question abstraite qui nécessite... Enfin, pardon, elle est concrète, mais c'est pour répondre à ça. Si j'étais propriétaire, si j'étais un margoulin qui, effectivement, faisait de l'argent en louant une petite chambre, ce serait scandaleux. Il y a peut-être des situations, mais il n'y a pas que des margoulins parmi les propriétaires. De solidarité, mais revenons à l'essentiel. Voilà. Oui, mais j'ai bien compris que vous reprenez la question et vraiment c'est pertinent. Mais c'est d'actualité. C'est d'actualité. Emmanuel Macron a demandé hier, ça a beaucoup fait réagir nos auditeurs ce matin. Oui. Comme c'est un sujet sérieux, ce que démontre là M. Macron, c'est à quel point le macronisme, en fait, est impuissant pour lutter face aux inégalités. Ma grand-mère disait, un tien vaut mieux que deux que tu l'auras. Il y a un truc qui est sûr, c'est que 6,8 millions de nos concitoyens vont voir leurs APL baisser de 5 € par mois. C'est-à-dire, c'est les gens les plus modestes. Alors qu'en même temps, ce gouvernement a prévu, lui, par une réforme de l'impôt sur la grande fortune, de rendre à la poignée d'ultra-riches près de 3 milliards. D'accord? Donc ça, c'est 3 milliards d'euros. Donc ça, c'est injuste. Mais face à ce scandale... revenons pas. Face à ce scandale, aujourd'hui, M. Macron ne fait rien, si ce n'est dire que les proprios puissent aller au secours de la bêtise que j'ai faite. En fait, il fait reporter aux gens en essayant de faire de la morale. C'est l'aveu qu'il a fait une bêtise. La demande qu'il a faite hier. Oui. Et on ne demande pas à un président de la République de bavarder. Parce que moi aussi, j'appelle publiquement à ce que, par exemple, moi, vous savez, il y a plein de gens pour lesquels le boucher, c'est cher. Donc, j'appelle publiquement les bouchers à baisser leur viande. J'appelle publiquement les boulangers à baisser leur pain. J'appelle publiquement. Et je peux appeler publiquement. Donc, mais les gens ne veulent pas. Cette contribution c'est du moins déjà la confirmation, mais on l'avait compris, que ce gouvernement est mal à l'aise par rapport à ça. Parce que je le répète et j'assume que quand tu mets d'un côté, à la poignée d'ultra riches, tu rends 3 milliards, mais pour gagner 97 millions d'euros, parce que c'était ça l'objectif de la baisse des APL, tu frappes quand même les Français les plus modestes, et tu t'en sors au milieu, là je parle du président de la République, en faisant un appel à la cantonade, un peu de morale, s'il vous plaît, baissez les loyers. C'est absurde. C'est absurde. Terrible. Vous êtes du côté des propropriétaires ce matin, qui effectivement emploient ce mot, démago, absurde. Non, mais moi, la différence des propriétaires, c'est que d'un seul coup, joue le rôle comme si quasiment il y avait un interventionnisme quasi... soviétique, je sais pas quoi. Non, justement, il ne fera rien. Donc, s'il vous plaît, les uns les autres, arrêtez la posture. Monsieur Macron, cessez la posture. Les associations de propriétaires, cessez la posture également. On ne vous demande rien. Rien n'est... Par contre, je dis aux propriétaires, essayez de faire vous. Mais moi, je le ferai par la loi ou des réglementations. Il y a des villes qui ont essayé ça. Pourquoi pas des périmètres avec des loyers médians? Il y a des endroits où il y a des vrais scandales. Il y a des endroits où sans doute qu'il y a aussi des choses tout à fait... qui sont des loyers conformes. Et moi, j'étais pour, par exemple, l'idée d'encadrer les loyers. Je pense que pas plus de 20% des revenus de chacun doit partir dans son loyer. C'est pas possible que des gens mettent 50%. C'était dans le programme de Jean-Luc Mélenchon, en effet. Mais vous êtes pour une réforme des aides au logement ou pas? 40 milliards aujourd'hui au logement, dont 20 milliards aux aides au logement. On a l'impression qu'on arrose le sable puisque les loyers augmentent et les c'est-à-dire que comme effectivement, comme je viens de le dire, mais il faudrait consacrer une émission là-dessus, comme il y a un effet spéculatif dans beaucoup de villes, que ça monte. Bon, voilà, on essaie de suivre derrière, mais il faudrait quelque chose de plus global et certainement pas des paroles verbales pour dire à la fois, une fois de plus, je prends aux plus pauvres, mais comme j'ai un peu honte, je dis aux propriétaires, s'il vous plaît, baissez, ce qui est ridicule. Vous vous préparez à la grande manif du 23 contre la loi travail, dont on connaît maintenant le détail des ordonnances. Vous, député, vous personnellement, je ne sais pas, mais un certain nombre de députés, Jean-Luc Mélenchon, rencontre Philippe Martinez aujourd'hui, le patron de la CGT. Évidemment, c'est un honneur pour nous de le recevoir. C'est vous qui lui avez... C'est à sa demande. Il y a eu un échange, mais lui, après aussi, il m'a envoyé ça. Et le but, c'est quoi? C'est de le rassurer?
je crois pas qu'il soit inquiet, ou du moins il doit être inquiet par rapport à la réforme du gouvernement, pas sur ce que fait la France Insoumise. C'est un dirigeant syndical. Elle défile la CGT le 12 contre la loi travail, et vous lui flanquez une manifestation le 23, vous appelez à faire défiler. Je ne flanque pas, nous organisons. Vous savez, ça laisse 11 jours. En 11 jours, on a le temps d'avoir terminé sa manifestation du 12, de rentrer à la maison, et puis se dire, tiens, dans 11 jours, je peux aussi me rassembler, si je le souhaite, avec la France Insoumise. Ne faites pas un thème, je le vois bien, qui est de mettre les deux en contradiction. Je serai le 12 septembre à l'appel des organisations syndicales qui appellent CGT, Solidaire, la FSU, l'UNEF, et je vois bien même qu'au sein de FO, désormais, il y a un débat. Vous appelez la mobilisation ? Évidemment, nous l'avons dit plusieurs fois. Nous l'avons dit plusieurs fois. Attendez, avec la petite différence que le 12, c'est les organisations syndicales, j'y serai avec le rôle qui est le mien, c'est-à-dire celui d'être derrière les syndicats, j'aurai ma belle écharpe d'élu, et je serai dans la rue pour dire les syndicats ont raison. Mais ça, c'est en semaine, les syndicats, c'est leur responsabilité, appellent une journée de grève les salariés. Mais nous, on propose le 23 aussi, un samedi, pour que tout le monde, que tu sois ou pas syndiqué, quel que soit retraité, étudiant, j'en sais rien, pas nécessairement membre d'une organisation syndicale, tu puisses aussi protester contre ce que fait ce gouvernement, en ayant en plus un peu plus grand angle que seulement la réforme du Code du travail, même si c'est le cœur. C'est-à-dire augmentation de la CSG pour les retraités à 1 200 €, scandale. Baisse des APL, scandale, et ainsi de suite, pour dire il y a un front de refus au macronisme. Ça ne s'oppose pas, ça se complète, ça s'enrichit. Et c'est de ça dont on va parler cet après-midi. Donc l'idée, c'est de se retrouver, de faire cause commune, parce que vous craignez que finalement ça ne fonctionne pas ? Qu'est-ce que c'est je sais pas, on va voir. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une protestation qui monte dans le pays, de plus en plus une distance qui se fait avec le pouvoir Macron. Les instituts de sondage dont vous parlez souvent et auxquels vous croyez peut-être pas encore plus que moi démontrent qu'il y a quand même une petite chute. Et je le vois bien quand on parle tous les jours. Vous savez, un électeur sur deux n'est pas allé voter aux élections législatives. Le peuple français, pour des tas de raisons, ne se sent pas représenté par cet hégémonisme macronien que je vois à l'Assemblée nationale et la politique qui se met en œuvre. Les gens ne voulaient pas que ce soit du Hollande plus qui continue, de la loi El Khomri plus. Donc tout ça, il suffit pas que je le dise, on va le voir, on va se mobiliser. Vous pourrez nous juger en disant à la fin du mois de septembre, Monsieur Corbière, finalement vous êtes planté. Être ensemble que effectivement. Mais je n'appelle pas, non, séparer. Mais être ensemble, c'est le problème, c'est pas celui de la CGT. J'invite tout le monde à ce micro, les amis. Faisons du 23 une grande journée de protestation. Tout le monde est le bienvenu. Que vous soyez socialiste, que vous appréciez Monsieur Besancenot, Poutou ou d'autres, ou d'ailleurs que vous ne. Est-ce que le calendrier joue pas contre vous ? La loi d'habilitation a été votée, les ordonnances seront opérationnelles dès leur parution au journal officiel à la fin du mois. Est-ce que ça y a une volonté joue pas contre vous ? Non, mais rien ne joue contre moi, si ce n'est... vous savez, nous, je fais de la politique, et puis on verra, mais le calendrier, c'est un calendrier de coup de force. Allez, on va vite. Je suis parlementaire, j'ai découvert, comme vous, en regardant la télévision... Coup de force, vous avez parlé de coup d'état social. Oui, bien sûr. Parce que je suis député, je suis plutôt... et j'ai découvert, en regardant la télévision, mais je suis en train de vous le dire, voilà, je vous explique, c'est que moi qui suis député, voilà, j'ai découvert à la télévision ce qu'était le contenu de cette loi. Je n'ai jamais donné mon avis là-dessus. Et alors, c'est anticonstitutionnel ? C'est une forme de coup de force. Oui. Enfin, c'est pas anticonstitutionnel. C'est la constitution de la Ve République que je trouve autoritaire. D'accord ? Qui est une constitution autoritaire. Taillée sur mesure pour un personnage qui s'appelle le général de Gaulle dans un contexte particulier où ce pays était secoué par la guerre d'Algérie. Il faut en sortir. C'est une monarchie présidentielle. Je suis pour la 6e République. Et je suis pour que après je défends pas les députés, ils sont très critiquables, mais ceux qui représentent le peuple, ça s'appelle Assemblée nationale, soient un peu au courant des lois qui sont proposées qui concernent 18 millions de salariés. Oui, je dis que c'est un drôle de système où quand moi j'allume ma télé, je vais découvrir ce qui va concerner 18 millions de salariés. J'aurais aimé pouvoir le critiquer. Et bien même ça, M. Macron ne le tolère pas. Ordonnance, ça passe en force. C'est ce que nous appelons par une expression volontairement provocatrice. Vous savez très bien que le Parlement a eu sa place. Il y a eu les discussions des lois d'habilitation. Il y aura une ratification. Pourquoi vous dites vous savez très bien, Elisabeth Parce que vous êtes député. Vous connaissez les lois. Je suis en train de vous dire, non mais ne me banalisez pas comme ça. Vous n'avez pas le droit de me mépriser. Je suis en train de vous dire que le député que je suis ne savait pas et que non mais alors mais ne dites pas que Madame Pénicaud, non parce que non ça devient Madame Pénicaud, ministre du Travail, nous a dit les yeux dans les yeux à l'Assemblée nationale, il n'y aura pas d'inversion de la hiérarchie des normes. Et ce que nous avons retrouvé dans cette loi, elle a dit à l'Assemblée nationale que pour l'essentiel ce n'était pas vrai. Eh bien je dis que ce n'est pas normal. Le pouvoir des branches est renforcé. Pardon ? Le pouvoir des branches est renforcé par la loi Pénicaud. Les branches mais ça veut dire quoi ? Le monopole sur un certain nombre d'éléments, je peux vous les donner. Oui, attendez. Non, mais et alors, en quoi ça remet en cause ce que je suis en train de dire ? De l'inversion de la hiérarchie des normes. Jusque-là, par exemple, rappelez-vous sur un de vos concurrents, la ministre du Travail, qui s'appelait Mme El Khomri, se souvenez plus on pouvait renouveler 2 CDD, pas plus que 2 CDD. Désormais, selon les branches, on va pouvoir aller beaucoup plus loin. Ça veut dire donc qu'il va y avoir quelque chose qui risque d'être défavorable, de mon point de vue, par rapport au Code du travail. Vous savez combien il y a de branches dans ce pays ?
Il y en a 700. Voilà, 700. Donc, il y a possibilité, 700 manières différentes d'aborder, Ouais. notamment le renouvellement du CD, pour prendre cet exemple. Donc, c'est donc ce que j'appelle ce mot barbare, l'inversion de la hiérarchie des normes. C'est plus la même loi sociale pour tout le monde. Ça se déclinera selon les métiers. C'est dangereux, je n'en veux Alexis pas. Corbière, un tout petit mot. Hier, Jean-Luc Mélenchon, chez nos confrères de BFM, a fait un parallèle entre le Venezuela et la France. Oui, c'était pas exactement comme ça, mais enfin, allons-y. Non, mais est-ce qu'il a remis une pièce dans la machine, effectivement, dans ce débat que vous animez depuis l'été, en disant que deux choses, que les violences policières étaient mieux réprimées au Venezuela qu'en France, et que, par ailleurs, il y avait eu pratiquement autant de morts dans chacun des deux camps. Une drôle de comptabilité par rapport à l'ONU, en tout cas. Non, mais bon, bref, de toute façon, c'est pas comme ça que les choses étaient. Non, il y a une situation de tension dans ce pays, le Venezuela, premièrement, au bout d'un moment. Non, est-ce qu'il n'a pas fait un parallèle entre la répression des violences policières au Venezuela et en France ? Le député de Marseille s'est étonné que, contrairement à Maduro, la presse française ne qualifie jamais Merkel ou l'ancien ministre de l'Intérieur Cazeneuve de tyran ou de dictateur. Mais non, mais voilà, extrêmement. Putain, c'est une dépêche AFP, ça. Ce qu'il voulait dire, par exemple, c'est qu'il rappelait qu'en Allemagne, un site a été fermé dernièrement, au site dit d'extrême gauche par Madame Merkel. Parce qu'on n'arrête pas de dire au Venezuela, il y a des médias qui sont fermés. Tous les médias ne sont pas fermés, mais certains appelaient à l'insurrection armée contre le gouvernement. D'accord ? C'était ça qui était dit. Donc, et Jean-Luc le prenait par l'absurde en disant, est-ce que quand Madame Merkel, parce qu'elle considère qu'un site d'extrême gauche est considéré comme violent, se voit fermé, est-ce que vous dites en Allemagne, les libertés sont en train d'être remises en cause ? Mais franchement, moi, ce que je trouve dingue, c'est qu'on devient passionné par le Venezuela par rapport à ce qui se passe, une situation de tension. Moi, je suis contre toute forme de violence, d'accord ? Alors qu'au Yémen, actuellement, il y a une guerre menée. Non, mais pourquoi vous ne parlez jamais du fait qu'il y a 15 000 morts ? Mais l'un n'empêche pas l'autre. Parlez-moi du Yémen un peu, il n'y a pas que le Venezuela. On parle de la Birmanie, de ce qui s'est passé récemment, on parle du Yémen. Je n'en parle pas beaucoup. On a l'impression qu'il y a un pays qui menace la planète aujourd'hui, c'est le Venezuela. Vous défendez au mépris des évidences qui sont établies par l'ONU, c'est le Venezuela. C'est pas que je défends, je dis que seulement il y a une opposition aussi au Venezuela qu'il faut connaître, que vous ne présentez. On n'a plus le temps d'en parler de cette opposition ? Pour certains qui est d'extrême droite, armée. En France, l'opposition, elle ne défile pas avec des armes à feu, elle ne tire pas sur les policiers. Et il y a un gouvernement qui, aujourd'hui, il y a une situation de tension. Alors, on ne peut plus en parler. Bonne soirée à tous. On parlera d'une autre fois à la fin. Mais juste une chose, Elisabeth Martichoux, on ne fait pas Venezuela à la fin d'une interview. C'est pas correct. Genre, on balance le sujet, on n'a plus le temps de répondre. C'est pas moins important que la situation sociale en France. Oui, mais d'accord, mais c'est un peu. Écoutez, allez, vous me réinviterez, n'est-ce pas ? C'est peut-être que c'est difficile de temps à autre de réagir à tout ce que dit Jean-Luc Mélenchon. Je veux dire, sur un sujet comme. Non, mais j'entends bien. Non, mais Yves Calvi, vraiment, je vous le dis parce qu'avec beaucoup d'affection, c'est que sur des sujets internationaux, on se fait pas une peau de banane à la fin d'une interview où dès que tu essaies de dérouler plus de 140 signes, tu te dis, bon, on en reste là. Voilà, parce que sinon, ça amène à être binaire. Les propos. Ah bah oui, en effet, mais peut-être que les propos initiaux l'étaient aussi. Je ne peux pas relancer ce débat. Je peux pas vous répondre. Allez. Il n'y a pas je vous embrasse tous et bonne journée. Il n'y a pas que des margoulins chez les propriétaires. Et l'appel d'Emmanuel Macron est en fait un aveu d'impuissance. Ça, c'est bien. Notamment Alexis Corbière. Vous pouvez bien entendu retrouver cet entretien sur le site rtl.fr.